Cela nous a même valu le surnom Génération Tête Baissée. Les commentaires par ici, les likes par là, les partages, les lives et plein d'autres choses que nous aimons faire. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux et les plateformes en ligne occupent une place centrale dans notre quotidien, spécialement chez nous les adolescents et les jeunes. Si ces outils offrent des opportunités d'apprentissage, de communication, d'expression, de réseautage et de partage, ils peuvent aussi devenir le terrain de graves dérives. Parmi celles-ci, le cyberharcèlement s'impose comme un phénomène préoccupant. Contrairement au harcèlement traditionnel, le cyberharcèlement ne connaît ni limites temporelles ni spatiales. Il peut survenir à tout moment, même dans l'intimité de nos maisons. Dès lors, comment définir précisément le cyberharcèlement? Quelles sont les conséquences? Comment peut-on réagir? Et surtout, comment peut-on le prévenir? C'est de cela que nous allons discuter dans ce numéro de votre émission préférée, l'émission Les Jeunes en parlent. Bonjour chez vous et soyez les bienvenus encore une fois sur votre chaîne Santé SO Docteur TV. Comme vous le savez, l'émission Les Jeunes en parlent, c'est toujours avec les jeunes, pour les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes aussi avec une autre génération de jeunes qui ont envie de partager avec vous sur cette thématique. Nous accueillons Monsieur Ali Bagayi Dema. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Non, c'est bon. Ah, c'est ça. Bonjour. Bonjour Aldef. Je pense que je vais préférer Aldef, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Comment vous allez? Très bien, et vous? Je vais super bien également. Alors, Monsieur Aldef, il est ingénieur en génie électrique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à Nous vous. sommes également avec Assa Achafatou. Assa Achafatou. Waouh! Tes parents ont aimé le A, hein? Ouais, ils aiment les A. Ils ont trop aimé le A même. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour, Madame Dorcas et Dorcas, bonjour à tous les spectateurs de SOS Docteur TV. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cela nous fait chaud au cœur. Alors, Chafatou, elle est étudiante en sciences de l'information et de la communication. Elle est également membre du mouvement d'action des jeunes au niveau de l'association togolaise pour le bien-être familial et ambassadrice des finances personnelles Edufia 2025. C'est quoi finances personnelles? Les finances personnelles, c'est un peu comment gérer notre argent. Ça touche un peu plus le côté personnel des finances. Si on parle de finances personnelles, c'est que tu as ton argent, mais on veut t'aider dans la gestion de ton argent, comment tu dois épargner. Ok, d'accord. Ça, je me disais, ça veut dire que... Moi, je pensais qu'on te donne l'argent. Non. Ambassadrice des finances, c'est qu'on te donne beaucoup d'argent. Parce que j'allais peut-être en même temps commencer par négocier pour qu'à la fin, je puisse prendre un peu dedans. Non. C'est pour t'accompagner dans la gestion de tes finances. Ok, voilà. Pour une meilleure autonomisation financière, je oui. suppose. Super. Alors aujourd'hui, nous voulons parler du cyberharcèlement. Est-ce que c'est une nouvelle thématique pour vous ou est-ce que vous en avez déjà discuté avec vos pairs, avec vos aînés ou avec votre mouvement? Oui, j'ai déjà discuté de cyberharcèlement. Déjà, étant donné que je suis étudiante en sciences de l'information et de la communication, j'ai assisté à des conférences où on nous a parlé de cyberharcèlement et nous avons aussi des cours où on nous apprend la citoyenneté numérique, comment nous comporter sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un phénomène que j'ai connu à l'école et j'ai eu les témoignages de mes pairs dans les différentes associations qui ont été victimes de cyberharcèlement. Ok, d'accord. Et Adelph, est-ce que c'est une thématique nouvelle ou ancienne pour vous? Nouvelle, non. Parce que nous sommes dans l'ère du numérique depuis déjà très longtemps et disons que le cyberharcèlement, même si, disons, sur le plan local, on semble ne pas voir ça beaucoup, surtout à l'international, il y a des scandales, il y a tout le temps des événements, des personnes qui arrivent parfois à se suicider à cause de cyberharcèlement et donc on est tout le temps exposé à ce phénomène-là. D'accord. Et lorsqu'on parle des questions de réseaux sociaux, on se dit que déjà c'est pour offrir à tout le monde un moyen de s'exprimer, de partager ce qu'il a envie de dire et surtout de respecter son droit à la liberté d'expression. Est-ce que cela ne rentre pas en conflit lorsqu'on a envie de mettre en place, et là parler de citoyenneté numérique, lorsqu'on a envie de mettre en place des règles qui, à quelque part, va limiter cette liberté d'expression? Bon, et je dirais d'abord que quand on dit liberté,
il y a quelqu'un qui a dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, c'est vrai, sur Internet, on est libre de s'exprimer, de présenter ses points de vue. En même temps, il ne faut pas faire la confusion entre la liberté d'expression et la liberté de nuire. Ah oui. Alors, il y a une frontière entre là où, ce que je peux dire sur Internet en tant que liberté d'expression et ce qui va nuire à l'autre. Et donc, lorsque on n'arrive pas à faire le distinguo de cette frontière-là, on arrive facilement à passer de l'autre côté et au lieu de faire juste preuve de son droit à la liberté d'expression, on arrive à empiéter sur la santé de l'autre. D'accord. Alors, lorsqu'on parle du cyberharcèlement, de quoi s'agit-il exactement, Shafatou? Le cyberharcèlement, c'est une forme de violence exercée via les outils numériques. Donc, nous avons par exemple des messages haineux, des commentaires, souvent même quand on envoie les nudes des gens et voilà, c'est un peu ça le cyberharcèlement. D'accord. Donc, c'est lorsqu'on envoie des messages haineux, les insultes, peut-être lorsqu'on envoie des photos pas du tout commodes de quelqu'un. Voilà. Maintenant, est-ce que tout le monde peut être victime du cyberharcèlement? Je dirais oui. Oui, parce que on a tendance à penser que c'est plus les filles qui subissent là, mais si je prends le cas des adolescents, les adolescentes, par exemple, ont plus tendance à harceler les filles. Des filles harcèlent des filles. Elles font courir des rumeurs, des commérages. Elles peuvent même faire fuiter des photos de leurs camarades et tout. Pendant que les garçons vont s'attaquer aux deux sexes directement, genre aux filles et aux garçons directement. Et donc, et les garçons aussi subissent du harcèlement de la part d'autres garçons et de la part de filles. C'est certainement un peu plus rare, mais ça arrive quand même. Donc, les garçons aussi peuvent subir du harcèlement. Par exemple, qu'est-ce qu'on va leur dire? Au niveau des garçons, il y a cette compétition qui est tout le temps les garçons. C'est-à-dire, disons, qui en a la plus grosse. Et donc, dans cette façon de vouloir être le plus fort et tout ça, ils en arrivent à intimider l'autre, à vouloir le discréditer, à sortir des fausses informations sur lui pour pouvoir, ainsi de suite, juste pour avoir soit plus de notoriété, plus pour pouvoir se montrer plus fort que l'autre. D'accord. Mais est-ce que dans l'imaginaire collectif, est-ce qu'on pense que les garçons aussi sont victimes du harcèlement? Non. Pourquoi on a l'impression que c'est beaucoup plus les filles qui sont victimes? Parce que dans nos sociétés, on s'est dit que l'homme, c'est le sexe fort, c'est lui qui aborde les filles, c'est lui qui peut venir et harceler. Or, aujourd'hui, il y a des garçons même qui m'ont dit que certaines filles les ont envoyé leur nuit de karma, c'est de la harcèlement. Donc, actuellement, dans le monde où nous sommes maintenant, nous ne pouvons pas dire que c'est seulement les filles qui sont victimes de harcèlement. Il y a aussi les garçons qui sont victimes. C'est vrai que la majorité des garçons n'aiment pas en parler. Peut-être comme il a dit, ils se disent que ça sera honteux de dire qu'une fille les a harcelés et tout. Ils prennent ça comme de la drague. Mais c'est aussi de l'harcèlement. C'est aussi de l'harcèlement. Est-ce que la réaction est la même lorsqu'une fille est harcelée comme lorsqu'un garçon est harcelé? Ça dépend de tout un chacun. Il y a certaines filles pour lesquelles le harcèlement, ça les touche tellement que... il y a des filles comme des garçons pour qui le harcèlement, c'est la même chose. Mais comme je disais, il y a des garçons pour qui, quand on les harcèle, eux aussi prennent ça comme si on les drague. Donc, ils ne voient pas l'ampleur de l'harcèlement, du cyberharcèlement et tout. Mais les filles directement... Une fille à qui tu envoies tes nudes, elle se dit directement que ce n'est pas commode. D'accord. Alors, quelle est la différence entre le cyberharcèlement et l'harcèlement commun qu'on tous on connaît, que ce soit à l'école, dans la rue, au boulot, etc. Comme tu l'as dit dans l'introduction, le harcèlement, c'est d'abord... Le cyberharcèlement va avoir une ampleur une plus grande taille parce que ça n'a pas de limite temporelle ni spatiale. Le harcèlement physique dans la rue ou à l'école, si je quitte cette rue-là, si je pars à la maison, je ne serai plus harcelé. Si je quitte l'école, que je rentre à la maison, je ne serai plus harcelé. Alors que le cyberharcèlement, même si je quitte TikTok, tout de suite, ces vidéos-là sur TikTok vont se retrouver sur WhatsApp et vont partir sur Facebook. Et ensuite, il y a, aujourd'hui, on dit l'ère de la mondialisation.
C'est-à-dire, le monde est un petit village, est un gros village, je dirais. Et donc, une vidéo qui fuite tout à l'heure au Togo va très vite passer au Ghana, en Côte d'Ivoire, en France et tout. Et donc, ça prend une grande taille et le cyberharcèlement, ça devient un truc beaucoup plus mondial. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui devait se passer seulement dans un quartier se retrouve être mondial, sur un plan planétaire. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus cette dimension de mondialisation et surtout la dimension que ça va beaucoup plus vite. Oui. C'est-à-dire très, très vite. Maintenant, une autre personne va venir appuyer ton harceleur, entre guillemets, et voilà, tout le monde est au courant, les parents sont au courant. Mais comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui se passe à l'école. Quand je rentre à la maison, personne ne sait, personne n'en parle, et puis voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur? Oui, ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Avec maintenant tout le monde qui a un smartphone, qui a accès à Internet, tout le monde pense que tout est permis. Comme il disait, on confond la liberté de s'exprimer et la liberté de se nuire. Donc, chacun paye sa connexion de 200 francs et envoie ce qu'il veut, comme il veut. D'accord. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer aujourd'hui l'ampleur qu'on voit de la chose? Donc, comme j'ai dit, j'ai parlé du gros village numérique qu'est le monde aujourd'hui. Avant, il y avait un idiot dans un village et chaque idiot est dans son village. Oui. Mais aujourd'hui, l'idiot de ce village va rencontrer sur Internet l'idiot de l'autre village. Et l'effet de groupe fait que un idiot plus un idiot, ça ne veut pas être deux idiots, mais ça fait idiot au carré. Très vite, ils vont se grouper et s'acharner sur une personne dans des commentaires, ce qui fait que la personne n'aura pas de répit. La personne n'aura pas de répit. Et lorsque l'accès d'Internet est très comment dire, popularisé aujourd'hui, il y a presque une couverture au Togo, peut-être dans les 80% minimum. Et donc, pratiquement tout le monde a accès à Internet, donc tout le monde est sujet à l'harcèlement. Et aujourd'hui, les gens ne consomment plus Internet, les gens produisent aussi de l'Internet. Avant, il y a 10 ans, tout le monde allait soit sur une page statique, lier des informations ou quelque chose comme ça, mais aujourd'hui, tout le monde a une page Facebook, il produit du contenu, Instagram, tout ça là pour produire du contenu. Et tous ces contenus-là peuvent être sujets à harcèlement. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus l'impression que ce sont les sujets qui intéressent beaucoup plus, qui attirent beaucoup plus les gens? Et ça veut dire que les personnes tolèrent le harcèlement? Tolérer, je dirais pas tolérer. Est-ce qu'ils réprimandent? Est-ce que lorsque ça se passe, les gens disent non, ne faites pas? Ou est-ce que cela draine plutôt les vues, ça apporte beaucoup plus de soutien, de support? Le truc sur Internet, c'est que lorsque quelque chose se passe et qu'il y a de l'interaction, cette chose est remise en avant. Si vous êtes sur TikTok et qu'il y a beaucoup de réactions dans une publication, c'est cette publication-là qui sera mise en devant. Et donc, les gens dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? C'est qu'ils subissent un peu le harcèlement. C'est-à-dire que quoi? Ils voient l'autre qui est harcelé, ils sont quasi impuissants. Beaucoup de monde ne peuvent pas dire arrêtez de dire ça de la personne et tout, arrêtez ça. Mais ils sont là un peu passifs, ils regardent faire ou bien ils se demandent si je parle, je serai le suivant. Ils vont passer sur moi. Donc les gens se taisent, soit ils passent à autre chose ou soit ils restent dans les commentaires là-bas mais sans rien dire. Quelle est votre analyse de la situation? Toujours par rapport à cette même question. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est harcelé, comment on réagit? Je dirais qu'aujourd'hui, comme nous sommes habitués avec le phénomène de la recherche du buzz, tout le monde se dit que c'est peut-être un moyen pour la personne qui se fait harceler d'avoir plus d'audience. Donc, tout le monde est sous sa réserve au fait. Personne ne veut prendre le devant et à la suite, il va se rendre compte que non, ce qu'il pensait, ce n'est pas ça. Donc, nous sommes un peu plus des spectateurs. Parfois, même, il y a certains qui encouragent cela parce qu'ils ont peut-être peur qu'à la fin, la personne même que vous défendez, que ce ne soit pas ça, au fait. Donc, on est beaucoup plus, soit on est spectateur, soit on encourage. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui prennent les défenses? Qui disent que non, ça ne faites pas, ça ne faites pas. Est-ce qu'il y en a? Je dirais que j'en ai pas encore vu dans des commentaires. J'en ai pas encore vu. Il y a aussi le problème de connaissance de nos droits ou de la loi. Les gens pensent que c'est juste de la liberté d'expression. Donc, ils ne savent pas que ce que l'autre est en train de faire. Peut-être que c'est drôle. Ce serait drôle si c'était un humoriste qui le fait ou si... Mais quand quelqu'un poste une vidéo
où il y a quelqu'un d'autre qui est dans une posture, une mauvaise posture, et que vous trouvez ça drôle. Au vu de la loi, c'est une infraction. Mais vous, comme vous ne savez pas, vous pensez que c'est juste drôle, vous laissez des likes et tout ça, et puis vous passez à autre chose. Donc, très peu de gens arrivent à savoir qu'il faut dénoncer ceci ou cela, et donc, bon, le phénomène reste juste là, sans être combattu. Alors aujourd'hui, quelles sont les formes qui sont beaucoup plus fréquentes? Les formes d'harcèlement les plus fréquentes, c'est sans doute les insultes, les insultes, les injures, surtout des femmes, les femmes qui produisent du contenu sur Internet subissent très souvent ce genre d'insultes liées à leur physique ou à leur habillement, ce genre de trucs. Et ensuite, il y a l'usurpation d'identité. Les gens prennent l'accès à des comptes et publient des contenus qui ne sont pas de ces comptes-là. Et les gens peuvent publier des images d'autres personnes qui les mettent dans des mauvaises postures. C'est-à-dire des nudes ou des vidéos à caractère sexuel d'une personne qui a fuité et ils mettent ça sur Internet, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres formes, mais les formes les plus fréquentes, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Alors, je pense que il y a quelques semaines en arrière, hein, on a surtout eu, pour le cas du Togo, une vague de sextape, de beaucoup de choses, etc. qui sont passées. Et la véritable question qu'on se pose, et ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont portées ce manteau-là de harceleurs et qui vont faire des recherches. C'est un peu comme les gens qui vont au boulot. Eux, leur boulot, c'est d'aller faire des recherches pour voir qu'est-ce que je peux venir publier. Et chaque jour qui passe, on a un peu l'impression qu'eux, ils produisent du contenu pour harceler. Est-ce que c'est une mission que les gens se donnent aussi sur Internet? Un peu du genre, voilà, je pense qu'il y a un terme qu'on utilise en termes de communication, la ligne éditoriale qu'ils ont. Et s'il y a des personnes qui le font volontairement, ou est-ce que c'est involontairement, par manque de connaissances, qu'ils tombent dedans? Moi, je crois que la vague dont vous parlez, moi, je crois que ça, là, ce sont des experts, au fait. Ils savaient ce qu'ils sont en train de faire. Il y a cette volonté de nuire à autrui qui est toujours là. Et puis, nous ne connaissons pas le cadre juridique de notre pays. Donc, les gens se permettent de faire n'importe quoi et tout. Donc, il y a des vidéos des gens et d'autres sont là pour les partager. C'est un peu comme si le harcèlement, c'est un peu du chantage. Peut-être, moi je ne sais pas, mais je me dis peut-être quand ils ont eu ces vidéos en leur possession, ils ont essayé de faire du chantage aux personnes concernées. Ça n'a pas marché et ils ont balancé ça. C'est devenu un business pour eux. Mais nous devons aussi dire qu'il y a certains qui harcèlent parce qu'ils ne savent pas vraiment que c'est de l'harcèlement. Comme je disais, je parlais de citoyenneté numérique. Ils ne connaissent pas vraiment quels sont les codes, quelles sont les lois qui régissent les réseaux sociaux dans le pays. D'accord. Alors, comment arriver à faire la nuance? Parce que je me dis, comment on arrive à savoir que cette personne-ci, il le fait parce qu'il ne sait pas, et des personnes qui ont pris cela comme l'habitude? Bon, un mal, souvent, pour définir le bien et le mal, c'est un peu, il faut aussi se ramener à soi-même. Il faut se mettre à la place de l'autre. Quand je veux publier quelque chose, je veux publier ne serait-ce qu'un commentaire sur quelque chose, est-ce que si j'étais celui qui reçoit ce commentaire-là, comment est-ce que je me sentirais? Est-ce que je vais bien prendre ça? Et donc, déjà, en faisant cet exercice de se mettre à la place de la victime, on va éviter beaucoup, souvent, de se donner au harcèlement. Lorsque mademoiselle Assa parlait tout à l'heure de ces personnes-là, ça sans mettre leur ligne éditoriale, aujourd'hui, c'est plus la recherche du buzz tout le temps. Les gens, il y a des comptes. Les comptes sur les réseaux sociaux, c'est plus tu as d'abonnés, plus tu gagnes. Donc, c'est plus chercher du contenu et au lieu de produire du vrai contenu, ils vont chercher Et ce genre de contenu, en réalité, les gens en raffolent. Oui. Ce qui est triste, c'est que les gens en raffolent. C'est un peu comme partout dans les autres pays, vous allez voir un président a fait ci, un président a fait ça, ou bien un ministre a fait... Ce genre de contenu, les gens en raffolent. Et donc, lorsque des gens ont une mine de ce genre de formation, ils vont en profiter. Je pense que vous venez de toucher un point très très important. Et pour ma part, c'est l'un des obstacles majeurs au combat de cette cause. Parce que je me dis, si par exemple tu publies
personne ne réagit, personne ne commente. Arrivé un moment, ils vont arrêter de le faire. Mais comme vous venez de le dire, on a beaucoup plus l'impression que les gens apprécient cela. Donc la question qu'on se pose, pourquoi nous apprécions cela? J'avoue quand même que lorsque moi-même je prends mon téléphone et puis on me dit que ben, ça, je suis tentée d'aller lire pour aller voir. Donc en allant lire, j'augmente le nombre de vues. Des personnes aussi vont venir commenter la suite s'il te plaît. Voilà. Donc ça fait que la personne aussi est motivée à aller produire, chercher, amener. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans en vrai? Je pense qu'il faudrait un psychologue pour répondre à cette question. Il faut comprendre comment l'esprit humain fonctionne. Je pense que la société a toujours bossé de cette manière où les secrets ont toujours, c'est comme des théories de complot et tout ça là. Donc les gens aiment toujours ce qui était secret et qui passe dans le public. Et donc dès que vous lui dites que ceci, vous ne deviez pas le savoir, mais j'ai ça pour vous, ils sont intéressés par ça. Vous ne devez pas avoir cette vidéo, mais j'ai ça pour vous. Et donc, la prochaine fois, ils vont revenir, ils vont demander la suite, etc. C'est très complexe au niveau de l'esprit humain, mais bon, c'est vraiment un type de l'esprit humain. C'est pas faux. J'avoue quand même que ça, c'est une très bonne, une bonne alternative. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons qui justifient le pourquoi on en raffole? Non, je crois que tout le monde veut connaître la vie privée de tout le monde. Donc, quand il y a un ragot, quelque chose qui appartient, l'intimité de quelqu'un, lorsque ça se retrouve dehors, tout le monde veut savoir, oui, c'est comme ça que cette personne est et tout. Donc, nous tous, nous aimons les ragots, les guédés. Nous tous, on aime ça. Papato. Ce qui fait que... Magbere ou man, bisous de loin. Mais c'est pas faux, hein. Je pense que c'est tout cet aspect-là. Genre, quand on a l'impression que j'apprends quelque chose de nouveau. J'apprends quelque chose sur la vie privée de l'autre. Parce que surtout lorsqu'on prend les sextapes, je pense qu'il y a les pornographies qui sont gratuites lorsqu'on a envie peut-être d'aller voir quelqu'un nu. Mais peut-être les mêmes acteurs pornographiques, leurs vidéos sortiront dehors que ça ne va même pas faire le buzz. Parce qu'on se dit que bah elle, on la voit tout le temps, elle-même, elle s'assume comme cela. Mais lorsqu'on prend une personne, surtout celles qui jouent la sainte, ceux qui vont tout le temps à l'église, ceux qui gagnent des âmes, et puis, ou bien peut-être même les hauts fonctionnaires, tout ça là. Et on se dit que voilà, le monsieur ci a fait ci, le monsieur ci a fait ça. Cela crée beaucoup plus de buzz. Je pense que c'est ça, hein, c'est le fait de connaître beaucoup plus sur la vie privée de l'autre, sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Maintenant, l'autre côté de la chose aussi, est-ce que vous pensez que c'est un manque d'éducation numérique qui est à la cause de tout ça, au-delà de vouloir connaître la vie privée de l'autre? Et je pense, mademoiselle Assa en a parlé dès le début, c'est cette citoyenneté numérique-là qui nous manque, cette éducation numérique pour savoir qu'est-ce qui est ma liberté d'expression et qu'est-ce qui est nuire à l'autre. Cette liberté de savoir sur Internet qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, quelles sont les lois qui régissent Internet. Cette éducation numérique, on ne l'a pas. Les parents ne peuvent pas l'offrir et à l'école, peut-être aujourd'hui, des écoles vont essayer d'inculquer ça aux enfants, mais très peu de ma génération, par exemple, va l'avoir parce que, bon, même si on est de la génération tête baissée, quand on était à l'école, il n'y avait pas TikTok et tout ça. Donc, c'est aujourd'hui que le phénomène prend de l'ampleur et c'est aujourd'hui aussi qu'il faut mettre en place des curricula pour pouvoir apprendre aux gens comment se comporter en ligne. C'est très crucial. Et qui devait le faire? Est-ce qu'on doit inclure cela à l'école ou est-ce qu'il devait avoir des modules de sensibilisation en ligne? Qui devait normalement le faire? Est-ce que ce sont nos parents? Ce que je doute très fort, hein, parce qu'on a l'impression que c'est nous qui montrons même à nos parents à utiliser les réseaux sociaux. Effectivement, nos parents sont démunis face à ça parce qu'eux ne maîtrisent pas la chose. Mais c'est aussi à eux de faire un peu d'effort pour pouvoir savoir ce que leurs enfants font d'Internet, de savoir comment ils se comportent sur Internet ou ce qu'ils subissent sur Internet. Et ensuite, on peut inclure ça dans des programmes de formation. On a déjà des programmes de formation qui touchent à la citoyenneté, donc il suffit d'intégrer cela à ça. Je pense même le harcèlement est déjà intégré à certains programmes d'enseignement. Donc il suffit un peu juste d'aller en profondeur pour parler un peu plus du cyberharcèlement, vu que ça semble nouveau. Ensuite, il faut des plateformes pour pouvoir éduquer les enfants. Vu qu'ils aiment les téléphones et leurs tablettes, il faut des plateformes comme, par exemple, Hello Ado de l'UNESCO. C'est sur ces plateformes-là, ils auront du contenu pour pouvoir savoir c'est quoi le harcèlement,
et c'est quoi sa liberté d'expression, c'est quoi le harcèlement, et des formulaires pour pouvoir savoir si il est harcelé ou pas. Il peut subir quelque chose et selon lui, c'est normal. Mais juste en lui posant des questions, l'amener à savoir que ce que je subis au fait, ce n'est pas juste des gens qui se moquent de moi, mais c'est quelque chose qui est plus grave et qui peut avoir des conséquences plus graves sur moi. Il faut des plateformes aussi pour éduquer à la fois les parents et les éducateurs pour pouvoir prendre en compte tout cela dans leur façon d'appréhender les questions avec les enfants. Je pense que c'est un peu cela. Il faut d'abord éduquer les gens et aussi aller vers des plateformes pour pouvoir à la fois prendre en charge les cas de harcèlement et les éduquer. D'accord. Je pense qu'il vient de toucher un point très important, c'est que des formulaires pour permettre aux gens d'identifier s'ils sont harcelés ou pas. Et ça veut dire qu'une personne peut être harcelée sans savoir qu'elle est harcelée. Oui. Souvent, comme je disais, les gens confondent souvent le harcèlement et le fait de draguer. Okay. Donc, une personne peut être harcelée sans savoir qu'elle est harcelée. Et aussi, nous n'avons pas cette culture-là de dénoncer des situations ou de prendre les choses au haut degré. On se dit souvent que sont les amusements, sont les blagues. S'il m'a insulté, je le réponds et ça finit là. Oh non, ce n'est pas comme ça. Souvent, nous avons méconnaissance de nos droits, de nos libertés et c'est ce qui nous amène souvent à ne pas comprendre quand est-ce que nous sommes harcelés, quand est-ce que nous sommes dans l'amitié, nous sommes en train de jouer et quand est-ce que c'est le côté drague. Je pense que cette phrase-là, vous l'avez répétée plusieurs fois. Oui. Quelle est la nuance entre drague et le harcèlement? Harceler une personne, c'est lui forcer, c'est une violence. Or, draguer une personne, c'est lui laisser le libre choix d'accepter ou de refuser. D'accord. Donc, ça veut dire que lorsque la personne te fait la proposition, que tu refuses et que la personne insiste, c'est ça qui est le harcèlement. Oui, il s'entre dans le harcèlement. Donc, lorsqu'il dit non, il doit partir en même temps. Ça dépend de tout ça. J'ai appris à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'on insiste. Mais c'est du harcèlement quand... Alors, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est très difficile de connaître la frontière. Donc, parce que c'est très rare aussi les filles, déjà, il y a beaucoup de filles qui vont dire que accepter à la première proposition, c'est un peu faire la fille facile. Du coup, les filles vont vouloir que le garçon réitère sa volonté plusieurs fois avant d'accepter. Et donc, réitérer sa volonté plusieurs fois quand ça devient répétitif et que l'autre personne semble ne pas s'intéresser à la chose, ça devient du harcèlement normalement. Okay. Mais si après, dans des cas, c'est pas du harcèlement et dans d'autres cas, c'est du harcèlement, ça va être difficile pour nous garçons de savoir où s'arrêter et où continuer. On dit que la condamnation est à géométrie variable. Comment arriver à savoir? Est-ce que c'est de lui demander, est-ce que tu penses que je te harcèle? Moi, si j'étais harcèle, dis-moi, comme ça, je vais partir. Parce que je pense quand même, aujourd'hui, lorsqu'on suit les témoignages des gens, il y a des relations qui ont pris naissance sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a, comment il s'appelle, l'artiste Didi B, il a dit ça. Il a écrit à sa femme, elle n'a pas répondu, il est revenu réécrire. Est-ce que c'était du harcèlement? Est-ce que c'était du harcèlement? Elle aurait peut-être pu, en ce temps-là, peut-être dénoncer ou pas. Mais finalement, ça a donné. Donc, ça qui fait qu'actuellement, les jeunes aussi se perdent. Ils ne savent pas si tu vois la tata, elle te plaît, ou bien tu aimes ce qu'elle produit comme contenu, tu lui écris, elle ne te répond pas. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Ou est-ce que lorsque je lui écris, en même temps, elle peut aller porter plainte pour dire que voilà, il me harcèle ou pas? Est-ce que ça vous dérange aussi dans vos interactions avec les filles? Je pense en espérant que vous êtes hétérosexuel en croisant les doigts pour cela, ou avec les garçons, c'est comme vous voulez. Non, bien sûr, je suis hétéro, mais la vérité, c'est qu'il faille être un peu clair dans ces interactions. C'est-à-dire, peut-être les filles devront apprendre de la même manière que le garçon a le courage de venir vers toi, de lui dire non, je ne veux pas, ou quand il insiste, n'insiste pas. Donc, ce n'insiste pas là, s'il continue, peut-être, comme j'ai dit, une plateforme pour pouvoir dénoncer ça. Si c'est sur un réseau, bloquer la personne par exemple. Mais si c'est une personne avec qui vous êtes obligé de travailler ou d'interagir, là, il faut être clair avec la personne. Je ne veux pas, je vais pas, ça ne vaut pas la peine d'insister. Et donc, les garçons aussi, aujourd'hui, bon, ça ne vaut pas la peine non plus d'insister chaque matin, envoyer des messages et tout. Et pire encore, envoyer par exemple des nudes par exemple à une personne. Donc le mieux c'est peut-être si la personne a refusé aujourd'hui, bah, laisse le temps, peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an,
des gens ont fait ça. Ils sont restés juste amis des années avant de réessayer et peut-être un jour ça va marcher. Ça va marcher. Voilà, ça ne vaut pas la peine d'essayer la même chose chaque matin. D'accord, je vois. Pas tout le temps envoyer les fleurs. Bonne journée, tu passes une bonne journée. J'espère que tu as mangé. S'il te plaît, mange. Tout ça, c'est du harcèlement, on va vous mettre en prison. Alors, quelles sont les différentes conséquences que le harcèlement peut avoir sur la victime? La dépression. La dépression, l'anxiété. Je connais une qui a témoigné, elle m'a dit qu'elle était au fait traumatisée après ça. Parce qu'elle se retrouvait tous les matins avec les nudes de la personne qui l'envoyait. Et qu'elle a bloqué d'abord. Elle a informé à ses parents qui l'ont écrit et qui l'ont dit que s'ils continuent, ils vont appeler la police. Et le problème, c'était sous anonymat. Donc, ils ne savaient pas vraiment c'était qui. Mais elle dit qu'elle en a vraiment souffert, elle a été traumatisée. Donc, les conséquences sont multiples. Ça touche souvent le côté psychologique de la personne, l'anxiété, la dépression. Ça peut même faire que quand un autre va venir pour quelque chose de sérieux, elle va se dire que j'avais vécu ceci, donc je ne veux plus. C'est pas faux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conséquences que vous souhaiteriez ajouter? Je dirais d'abord la perte de confiance en soi, que ce soit sur un plan éducatif ou professionnel. Lorsque on critique soit le travail, le physique ou quelque chose sur une personne, la personne perd la confiance qu'elle a en elle et donc elle ne va plus prendre. C'est très essentiel d'avoir de la confiance pour pouvoir avancer. Ensuite, il y a les troubles scolaires et professionnels, c'est-à-dire que si c'était à l'école, les enfants qui subissent le harcèlement à l'école ou dans un cadre scolaire auront tendance à avoir leur moyenne qui baisse, à échouer, etc. Et c'est pareil aussi dans le professionnel, les résultats vont commencer par baisser. Donc c'est un peu ce que je pourrais rajouter. Est-ce que c'est la victime seule qui subit les conséquences ou cela déteint aussi sur son environnement? Sur son environnement, parce qu'il y a le repli. Lorsque la personne, déjà, si c'est un enfant qui subit ça, ses parents ne vont plus vivre l'enfant qu'il était. Et donc, il va se replier sur lui-même, ne va plus s'amuser autant. On ne verra plus la joie de vivre qu'on voyait en lui et qui faisait le bonheur de ses parents, etc. Il aura tendance à ne plus vouloir d'amis, etc., etc. Donc, tout cela va déteindre aussi sur son environnement. Parce que toutes les conséquences sur sa personne vont changer intrinsèquement son comportement de sorte qu'il ne puisse plus être lui-même dans l'avenir. D'accord, je vois. Et dans un contexte africain encore, c'est un peu difficile à un enfant de dire à son parent qu'il est harcelé. Donc, l'enfant se retrouve seul à assumer tout ce poids. Autour de lui, on ne pourra plus vraiment le cerner, on ne saura pas ce qui l'arrive et tout, mais il subit en silence lui-même. Pourquoi il ne peut pas le dire? Je vais parler d'un contexte africain où on se dit que parler peut-être d'harcèlement, un peu comme de sexualité, c'est un tabou. Donc, on préfère garder certains trucs parce qu'il y a des parents pour qui, lorsque tu leur dis que tu as été harcelé, ils te disent que c'est de ta faute. Donc, il va se dire qu'il préfère garder pour lui. Plutôt que d'aller le dire à quelqu'un. Alors, on va revenir en même temps sur ce genre de questions. Souvent, lorsque les victimes sont harcelées, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'elles font? Les victimes, souvent, elles se replient sur elles-mêmes, elles fuient le réseau social sur lequel ça se passe. D'autres réagissent. Et réagissent, c'est-à-dire vont demander arrêtez ça, c'est pas drôle, etc. Et malheureusement, ce genre de réaction, c'est comme de l'huile sur le feu. Lorsque vous réagissez, qu'ils réagissent eux aussi, ça fait que ça prend plus d'ampleur. Et donc, d'autres personnes vont fuir carrément le réseau social, d'autres vont fuir carrément Internet pendant un temps, d'autres peuvent rentrer, par exemple, dans l'alcool, la drogue, etc., ou dans d'autres types de dérives. Donc, c'est un peu les réactions, mais ça dépend de tout un chacun. D'autres peuvent aller jusque du suicide ou la destruction de soi, des gens qui ont des comportements autodestructeurs à cause de ce genre de comportement. Je vois. Est-ce que vous avez déjà eu une connaissance ou un proche qui a subi le cyberharcèlement? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. C'est une très, très, très bonne chose. Je pense que tu as déjà eu à partager avec nous l'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres expériences que tu aimerais partager aussi avec nous par rapport au cyberharcèlement et tout? Alors, lorsque la personne est harcelée, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que victime, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle n'a qu'à bloquer la personne.
elle lui bloque. Elle n'a qu'à d'abord faire les captures d'écran. Si ce qu'elle veut porter plainte ou le dénoncer, qu'elle fasse les captures pour avoir des preuves. Et aujourd'hui, nous avons l'ANSSI qui est là pour ce genre de cas, le bloquer, faire des captures, dénoncer aussi. Parce que je crois que c'est parce que nous n'avons pas cette culture de dénoncer des fléaux, des problèmes, que nous n'arrivons pas vraiment à éradiquer certaines situations. Si ce qu'on dénonce, on emprisonne une personne, 2 personnes, 3 personnes, ça va cesser. Les gens vont arrêter ça, mais parce qu'ils n'ont pas vu de cas où on a emprisonné la personne, où on a condamné la personne, ils pensent que c'est permis. Donc, il faut dénoncer. Oui, dénoncer. Partager d'avis. Oui, bon, je pense que la dénonciation, c'est très important pour que, comme elle a dit, quand on va prendre quelques exemples de punition, les gens, parce que c'est l'impunité aussi qui encourage les gens. L'anonymat et l'impunité, l'autre a fait, il n'a rien eu, etc. Maintenant, je pense que ne pas réagir aussi, c'est important. Lorsque une chose se passe sur un plan de façon ponctuelle, ne pas réagir est important. Quand quelqu'un fait un mauvais commentaire sur une vidéo, que ce soit la victime elle-même ou d'autres personnes, ne pas réagir va faire en sorte que ce commentaire sera noyé dans d'autres commentaires. Oui. Mais lorsque vous avez ce commentaire-là et même la victime vient commenter sur ça, les autres vont venir voir ce commentaire-là en premier parce qu'il y a plus d'interaction sur ce commentaire précis. Déjà, ça fait que ça prend beaucoup plus d'ampleur. Donc, ne pas réagir est très important lorsque ce n'est pas répétitif. Mais quand c'est répétitif, il faut signaler la personne sur les plateformes. La plupart des plateformes aujourd'hui ont des moteurs, des modérateurs pour pouvoir prendre ça en compte. Et au Togo, il y a aussi un numéro vert pour les harcèlements. Et donc, je pense que ça peut être utile de pouvoir dénoncer la personne là-bas. Voilà. Est-ce que les personnes sont souvent au courant de cette disposition qui sont prises pour pouvoir les protéger en ligne? Je pense que non. Et c'est pour ça qu'on a parlé ici d'éducation. Il faut éduquer les gens sur leurs droits, leurs devoirs sur l'Internet. Déjà, ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire cette possibilité de dénoncer les personnes, de bloquer des personnes, de signaler des personnes. Et ensuite, il faut que d'autres aussi soient conscients de comment ils doivent se comporter. Donc, l'éducation, c'est dans les deux sens. Comment d'abord prévenir et ensuite, si c'est arrivé, comment réagir. Comment réagir. Et par la même occasion, est-ce que vous pensez que la communauté, surtout cette communauté virtuelle-là, accepte ou adhère avec le fait que voilà, il faut punir un cyberharceleur, il faut faire ci, il faut faire ça? Je crois que la majorité des personnes, quand ils vont par exemple sur TikTok, c'est pour se divertir, pour laisser des mauvais commentaires et tout. Donc je crois que la majorité n'adhère pas. Ils sont dans le mouvement, ils suivent ce qui est à la mode, ce qui marche. Donc, il y a cette minorité-là qui se dit qu'il faut dénoncer, mais ils sont noyés dans ceux qui sont pour le divertissement. Il faut prendre ça comme si c'est des blagues, etc. Et tout. Parce que ce qu'on remarque le plus souvent, c'est pour les personnes qui vont jusqu'à dénoncer et qui amènent les personnes qui les harcèlent à la prison, on est devant la justice. C'est encore ces mêmes internautes qui reviennent pour dire que non, c'était de la blague, il fallait pardonner, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Alors, jusque ça repose encore cette question de tolérance que nous avons avec le cyberharcèlement, de cette non-dénonciation, de cette culture du silence-là que nous avons. Pourquoi nous réagissons comme ça? Ça aussi, peut-être que c'est psychologique. Parce que même quand le harcèlement se fait dans la rue, les gens ont tendance à ne pas réagir. Et donc, quand ça porte sur Internet, déjà, il y a l'anonymat. Moi, je suis venu juste pour voir une vidéo drôle. Je vois ma vidéo, je pars. Donc, je n'ai pas à réagir dans les commentaires pour voir qui dit quoi ou bien pour apprendre aux gens ce qu'ils doivent faire sur la toile. Maintenant, pourquoi les gens ne réagissent pas dans l'ensemble, c'est surtout cette peur-là d'être le suivant. Si c'est toi qui réagis, ils vont dire c'est toi qui te penses trop connaisseur ou trop saint, tout ça là. Il y a des gens ceux qui ont tendance à sortir les sextapes des gens, ils peuvent se lancer comme défi de retrouver des nudes de toi parce que toi tu es venu défendre des gens. Et donc, pour éviter tout ça, les gens viennent, soit ils regardent leur truc, ils repartent tranquillement pour ne pas être rentrés dans le cercle. Et moi, la question qu'on se pose,
comment on n'arrive pas à protéger aussi nos données en ligne? Parce que c'est aussi un autre défi. Hein. Si tout le monde arrive à bien protéger ces données numériques, peut-être que ces créateurs de contenu illicites ne trouveront plus de quoi produire. Où ils trouvent cela? Bon, où ils trouvent, je ne sais pas, mais je sais que beaucoup de personnes n'ont pas l'intelligence de l'Internet. C'est-à-dire, on envoie un lien non sécurisé aux gens qui ils cliquent dessus. On dit les iPhones par exemple sont super sécurisés, ok? Mais tu peux faire n'importe quel système de sécurité dans une entreprise, tant qu'il y a des humains dans la boucle, ça va échouer. Donc l'humain qui est derrière le téléphone ou derrière un ordinateur va forcément faire une erreur un jour qui va l'exposer en ligne sur, à ce genre de harcèlement. On a les données sur nos téléphones ou sur Internet et normalement on doit savoir comment les protéger. C'est-à-dire que quoi, si ce sont des données sur le Google, je dois tout le temps vérifier, voir est-ce que ma page est piratée, est-ce que mon code est sécurisé, etc., etc. Il y a des plateformes pour pouvoir savoir si mon compte Facebook, Instagram, tout ça, là, si c'est piraté ou pas. Et donc, les gens n'ont pas cette présence d'esprit-là de tout le temps vérifier où ils en sont dans la sécurisation de leurs données. Ensuite, moi, je me dis personnellement, ça sert à quoi d'avoir de ce genre de contenu? Je ne vois pas l'intérêt d'abord d'avoir un contenu qui va me porter préjudice. Quand vous faites un film, tant que je me dis, il faut se demander, est-ce que si cette vidéo fuite, est-ce que je serai à l'aise avec cela? Si je ne suis pas à l'aise avec le fait que les gens voient cette vidéo de moi, je ne la filme carrément pas. Ou bien je la supprime dès que possible. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres stratégies qu'on peut mettre en place pour se protéger soi-même sur les réseaux sociaux? Oui, je pense que c'est parce que les gens n'ont pas l'éducation au numérique qu'ils laissent leur donner un peu partout. On dit, le président offre 100 000 francs à chacun. Vous allez vous cliquez, vous laissez toutes vos données là-bas et vous partez. On aime aussi la facilité. C'est pas ça. J'avoue que moi aussi, il y a déjà une fois cliqué sur le lien là. Je pense que je devais être en 3e ou en 4e, je ne sais pas. Mais Dieu merci, à cet instant, je n'avais pas encore Gmail. Donc, c'est le fait de laisser nos données un peu partout. Nous devons avoir des mots de passe complexes pour pouvoir sécuriser nos données et les garder à l'abri de toute personne ayant des mauvaises intentions. Et je le rejoins lorsqu'il dit que si je sais que cette vidéo peut me porter préjudice, pourquoi la filmer? Soyons prudents dans tout ce que nous faisons et sachons que lorsque quelque chose est déjà en ligne, même si tu as supprimé, il y a toujours des traces. Donc, nous devons savoir quoi publier, quoi garder privé et comment protéger nos données personnelles. Avoir plusieurs boîtes email, changer régulièrement nos codes, avoir des codes complexes. D'accord. Et là, lorsqu'on parle également de lutter contre le cyberharcèlement, c'est une lutte collective parce que la responsabilité elle est partagée. Comment les parents, malgré qu'ils n'ont pas cette culture du numérique-là, peuvent aussi accompagner, protéger leurs enfants, leurs adolescents et leurs jeunes? Effectivement, les parents, ils sont complètement démunis. Peut-être les nouveaux parents, notre génération serait un peu mieux, mais nos parents à nous, celles des adolescents, ceux des adolescents actuels, ne sont pas du tout armés à ça. Mais c'est d'abord eux-mêmes d'apprendre, de donner l'exemple. Il y a ce cas-là de l'exemple. Aujourd'hui, sur Internet, il y a aussi des parents qui s'adonnent à ça, qui font des commentaires et tout, d'autres qui publient, qui republient des sortes de publications. Donc, il faut d'abord donner le bon exemple à ses enfants. Ensuite, il faut apprendre à utiliser Internet de façon à ce qu'on puisse savoir, si c'est un enfant, un adolescent, je pense que normalement, tout parent doit savoir qu'un adolescent doit avoir un compte enfant. Donc, un compte enfant, je saurai exactement ce qu'il fait. Je pourrai savoir s'il est harcelé ou pas. Donc, c'est cette possibilité-là pour les parents de savoir si leur enfant, d'abord, s'ils sont harcelés pour pouvoir les aider ou s'ils harcèlent. Il y a des enfants qui harcèlent et puis leurs parents ne savent pas. Si l'enfant harcèle lui-même des camarades, il faut que le parent soit en même de le savoir et de l'aider à dépasser cela. À dépasser cela, c'est très très important. Et au-delà des parents, quel est le rôle également que nos associations, nos clubs de jeunes, etc. aussi peuvent jouer dans cette lutte? La sensibilisation, je crois que c'est l'un des moyens phares que les associations utilisent pour pouvoir pallier à ces problèmes.
Donc, je prends mon exemple personnel où c'est dans les associations, j'ai pu toucher du doigt ce côté harcèlement, cyberharcèlement et tous les problèmes bon, presque tous les problèmes que nous avons dans nos sociétés. Donc, les associations doivent se rapprocher des populations, sensibiliser les populations et éduquer les populations à pouvoir dénoncer lorsqu'ils sont victimes de cyberharcèlement. C'est très, très important. Donc, c'est beaucoup plus une question d'éducation numérique là, qu'on n'a pas l'opportunité de faire à l'école ou de faire à la maison. Également, quelle est cette protection-là que notre gouvernement, que nos États également doivent assurer pour ces populations qui sont en ligne? D'abord, l'État a mis en place, devrait mettre en place le cadre juridique pour encadrer cela. Donc, il y a des articles de loi qui sont déjà là pour ça, mais peut-être qu'il faut s'assurer de leur application et mettre en place des organes pour pouvoir les appliquer. Il faut avoir des lois, mais il faut aussi pouvoir les appliquer. Ensuite, j'avais parlé ici d'application. Si Internet est le problème, il faut que Internet soit la solution. Donc, il faut trouver un moyen d'utiliser des outils tels que l'IA pour pouvoir détecter des cas de cyberharcèlement, c'est-à-dire des IA des algorithmes qui pourront être sur des plateformes et pouvoir savoir, OK, tel propos est haineux, tel propos est sexiste, etc. Pouvoir remonter cela aux agences, par exemple, de l'ANSSI, qui pourront prendre des mesures. Donc, l'État peut mettre à la fois en place des organes de mise en application de leurs lois et aussi des outils de prévention ou de détection et de prise en compte aussi, de prise en charge aussi des victimes. La prise en charge des victimes, c'est des psychologues, des sociologues, etc. pour pouvoir discuter avec les victimes et aussi les harceleurs pour pouvoir les éduquer comme il faut et les victimes aussi pour pouvoir les faire passer le cap là. Évidemment. Et surtout lorsqu'on parle de la mise en place de ce cadre juridique là, il faut qu'on arrive à identifier peut-être les auteurs. Alors comme tous nous savons qu'aujourd'hui sur Facebook, sur Insta, etc., les personnes ne s'appellent pas par leur nom. C'est peut-être les pseudos, les surnoms ou peut-être même des noms qui n'existent pas. Est-ce que cela encourage les victimes à se dire que même si je pars dénoncer cette personne qui se fait appeler, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, le roi de 116 ou je ne sais pas quoi, la plus belle, voilà, en fait c'est assez de choses qui font que des fois on ne sait même pas qui nous harcèle d'abord jusqu'à aller dénoncer. Est-ce que cela ne constitue pas un obstacle à la recherche de cette justice-là? L'anonymat, c'est vraiment le problème dans ce problème-là. Maintenant, le souci avec l'anonymat, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'anonymat. En vrai, il n'y a pas d'anonymat. Et donc, on est toujours capable de remonter à celui qui est derrière un pseudo. Okay. Quelle que soit la plateforme aujourd'hui, il y a des moyens. Vous allez voir aujourd'hui, même TikTok prend en compte l'email ou le numéro de téléphone. Donc forcément, il y a un moyen de finir par remonter à la bonne identité. Donc il faut se plaindre, il faut porter plainte et la police ou l'ANSSI aura des moyens de remonter à la bonne identité et de punir le harceleur. Voilà, donc en vrai ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'anonymat sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Les bonnes agences ont les moyens de bloquer, enfin de casser l'anonymat. Aujourd'hui aussi, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on ne sait plus si ce que la personne produit, c'était du vrai contenu, ou la personne reviendra dire que non, que ce n'est pas moi qui l'ai fait, j'ai été piraté, ou peut-être c'est de l'IA. Est-ce que tout ça ne met pas en péril la lutte contre le cyberharcèlement? Cela met en péril la lutte contre le cyberharcèlement, mais ce n'est pas totalement. Comme il dit, il y a toujours une faille ailleurs. Donc nous ne pouvons pas croiser les bras parce qu'il y a l'IA derrière un contenu. Et puis, l'IA est détectable facilement. Donc, nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'IA pour faire certains trucs. Nous devons toujours penser à dénoncer parce que même s'il dit que c'est l'IA et que nous dénonçons, c'est là-bas que nous pourrons savoir si c'est vraiment l'IA ou bien c'est lui qui a fait ce contenu. D'accord. Et justement, pour en parler, il faut que les personnes soient au courant, il faut que l'information passe. Est-ce que vous pensez qu'on en parle assez, qu'on en parle suffisamment? Non, je dirais non. D'ailleurs, je remercie ce genre d'émission pour en parler. Et les associations qui en parlent, des campagnes de ces associations pour pouvoir sensibiliser les gens. Mais la réalité, c'est qu'on n'en parle juste pas du tout. Et les gens ne savent pas d'abord que le phénomène existe. Les gens ne savent pas d'abord s'ils sont eux-mêmes auteurs
ou victimes. Et les gens ne savent pas non plus comment dénoncer s'ils sont témoins ou victimes. Donc, on n'en parle pas du tout, on n'en parle pas. Et ça veut dire qu'on n'est pas encore conscient de l'ampleur du phénomène ou peut-être juste qu'on n'a pas envie de parler. Parce qu'il y a beaucoup de campagnes qui sont assez fréquentes. Hein. Je pense qu'on a parlé d'Octobre Rose, le mois de septembre est passé avec les cancers pédiatriques. On parle tout le temps des questions de violence basées sur le genre. Est-ce qu'on fait quand même, on met un accent particulier sur les questions du cyberharcèlement? Pourquoi? Est-ce qu'on pense que c'est pas encore important? Il y a des campagnes, mais la question est-ce que ça touche vraiment les populations? Parce que avant de venir ici, j'avais mis un statut. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été victimes de cyberharcèlement? Je voulais recueillir des témoignages. Et j'ai eu plus de 20 personnes qui m'ont demandé c'est quoi le cyberharcèlement. J'étais choquée au fait. Donc, nous avons les campagnes, mais combien de personnes savent qu'il y a des campagnes? Combien de personnes ont accès à l'information? Parce que l'Internet aussi, laissons-le, mais à l'intérieur, ce n'est pas vraiment ça. Donc, il y a la méconnaissance vraiment de ce phénomène parce que peut-être les campagnes qu'on met à la disposition de la population, les concernés même n'ont pas l'information. C'est peut-être ceux qui ont encore accès à Internet qui savent qu'il y a cette campagne. Or, il y a des gens vraiment ailleurs qui ne savent rien qui ne connaissent même pas c'est quoi le cyberharcèlement en fait. Mais j'avoue quand même que ça me choque. Que des personnes ne savent pas. Bon, que la personne n'a pas envie de dénoncer, je peux être d'accord. Mais qu'on ne connaisse même pas de quoi il s'agit, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne m'étonne pas. L'éducation n'est pas forcément un luxe chez tout le monde. Et donc, si on quitte Lomé, où la plupart de ces associations ils sont peut-être à Akpalimé aussi, peut-être à Takpamé. Donc, quand vous allez dans les grandes villes, il y a peut-être Plan Togo, la TBF, etc., l'UNESCO qui éduque les gens. Mais lorsque vous allez dans un gros village, ils ont Internet, peut-être un peu. Il y a la couverture réseau, mais tout ce qu'ils savent d'Internet, c'est tout ce qu'ils voient sur TikTok. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres problèmes que ça peut créer, qu'il y a des campagnes pour leur montrer les problèmes qu'Internet crée et comment les résoudre. Donc, toutes leurs campagnes qu'ils font, peut-être que ce serait à eux de voir comment revoir leur plan de campagne pour pouvoir mieux toucher les populations. C'est pas de faire des campagnes pour faire des campagnes, mais c'est de savoir est-ce que nos campagnes portent des fruits? Est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on veut atteindre? Est-ce que vous pensez qu'on peut amener ce sujet-là sur les réseaux sociaux? Le sujet du cyberharcèlement? Voilà, normalement, oui. Je pense qu'il faille des panels de discussion ou des lives comme ça où les gens vont en discuter, vont en parler et ça va amener les harceleurs eux-mêmes à prendre conscience que ce qu'ils font, qu'ils pensent que c'est juste pour faire du buzz, ça a des répercussions, ça peut avoir des conséquences même pénales. Et donc, ils vont cesser cela ou à des victimes de savoir que ce qu'ils sont en train de subir, ils sont en droit de le dénoncer ou que c'est mauvais, que ça s'appelle ceci ou cela. Mettre le nom sur une problématique est un grand pas. Donc, en parler sur les réseaux sociaux eux-mêmes va permettre aux gens de savoir que, OK, ceci, c'est ça on appelle cyberharcèlement et de là, commencer par l'éviter. D'accord. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on va mettre en place tout ça, cela va restreindre un peu notre liberté en ligne? Parce que, quoi qu'on dise, ça nous fait du bien lorsqu'on écoute de nouvelles choses. Lorsqu'on se connaît, c'est pour apprendre de nouvelles choses et peut-être reposer la question aussi, comment partager ces nouvelles choses sans offenser ou sans nuire à l'autre? Je ne crois pas que ça va restreindre notre liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression et la liberté de nuire, comme le jeune avait dit. Donc, c'est la liberté de nuire qu'on entend d'éradiquer en faisant ces campagnes, mais pas la liberté d'expression. Il y a un auteur, j'ai oublié le nom, qui a dit que la liberté, c'est dans le respect des lois. Donc, lorsque nous respectons les lois, nous pouvons être libres. Ça ne restreint en rien notre liberté de mettre un cadre juridique ou de faire des campagnes pour sensibiliser sur le côté nuisible du cyberharcèlement, mais nuisible de tous les côtés. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on pourra toujours continuer par produire des contenus de divertissement? Il y a intéressant, des contenus de divertissement. Bon, ce qui est le cyberharcèlement ne se fait pas
ne se fait que rarement sur le post lui-même. Ouais. C'est dans les commentaires du post que ça se passe. Ok. C'est-à-dire, la personne, peut-être, quelqu'un poste quelque chose. Bon, ça peut arriver qu'il poste, par exemple, la vidéo d'une autre personne, mais ça, c'est assez rare. Voilà. Mais c'est dans les commentaires, si je mets une photo de moi tout de suite sur un post Facebook, donc c'est dans les commentaires que ça se passe. Les gens vont venir m'insulter dans les commentaires ou des gens vont venir raconter du n'importe quoi dans les commentaires. Donc c'est là-bas le problème. Donc le contenu toujours sera intéressant, mais c'est cette façon de pouvoir déverser sa haine-là qui pourra être endiguée. D'accord, super. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Ce fut vraiment des échanges très intéressants. Et pour clôturer, qu'est-ce que tu me diras, Chapato? Je dirais que le cyberharcèlement est un phénomène réel, qu'il existe et que nous devons prendre conscience de ce phénomène et nous associer avec peut-être des associations un peu comme le MAGE, UNICEF, Plan International Togo. Et il y a aussi l'ANSI qui est mis en place par le gouvernement togolais pour pouvoir dénoncer ce phénomène parce qu'il existe, il est réel. Voilà, il est réel. Alors Adelph, pour conclure. Pareil, hein, je dirais que c'est un phénomène réel et il s'agit maintenant de savoir ses droits, ses devoirs, dont les gens doivent s'éduquer, même s'il y a des associations qui le font, mais on doit pouvoir s'éduquer soi-même, donc aller chercher du contenu éducatif. Il y en a sur Internet. Si Internet est le problème, Internet est aussi la solution. Donc il y a du bon contenu sur Internet pour s'éduquer, donc les gens doivent apprendre à savoir leur liberté et leur non-liberté. D'accord. Vraiment, merci beaucoup à Def, merci beaucoup Chafatou et surtout merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On a parlé donc du cyberharcèlement, un fléau qui reste sous-estimé, mais qui est une violence grave qui se manifeste en ligne à travers les rumeurs, les injures, les usurpations d'identité, voire même également la diffusion des contenus personnels qui visent à dégrader l'image ou l'identité d'une personne. Il est donc très important, à l'heure où le numérique prend une place importante dans notre quotidien, de pouvoir s'armer, de pouvoir s'éduquer, afin de pouvoir reconnaître lorsque nous sommes victimes et de pouvoir dénoncer. En parler, c'est déjà un grand pas et c'est un processus vers la guérison. Il faut parler, il faut dénoncer la personne et il faut aussi couper les contacts en bloquant et surtout discuter avec les parents, avec les psychologues ou avec toutes les personnes qui peuvent vous aider. Le phénomène, il est réel. Cela produit beaucoup de conséquences tant sur la victime que sur la société et il faut que nous brisons le silence tout autour pour pouvoir respecter la liberté de tout un chacun de nous en ligne. Prenez soin de vous et restez branchés sur les programmes de votre chaîne santé, la chaîne SE Docteur TV.